Face à la nation tout entière, un homme s'agenouille. Mais derrière cette supplication si publique, se cache-t-il autre chose qu'un repentir sincère? La scène, d'apparence simple, porte en elle la complexité d'une époque et la tension d'un peuple sur le fil. L'image de Paul-Henri d'Améba, jadis général omnipotent, à genoux, la voix étranglée, a fait le tour du pays, brisant l'indifférence, glaçant chaque foyer. Cette scène retransmise en direct a provoqué une onde de choc national. Dans les villes et les villages, on a interrompu les conversations pour écouter. Les familles se sont rassemblées autour de la télévision, suspendues à chaque mot, chaque hésitation du général déchu. Jamais, dans l'histoire du pays, un procès n'avait généré autant de passion, ni soulevé un tel tumulte d'émotions. On racontait que même les rues habituellement bruyantes étaient étrangement silencieuses à l'heure du verdict. Pourtant, derrière ce spectacle d'humilité, une inquiétude profonde couvait déjà, celle d'un peuple échaudé par les trahisons passées, qui se demandait si tout cela n'était qu'une mise en scène. Peu à peu, des preuves accablantes émergent. On découvre qu'au fil des mois, Damueba a multiplié les manœuvres dans l'ombre. Des messages codés, des rendez-vous secrets, des promesses faites à des soutiens étrangers. Des documents sont produits à la barre, contrats signés de sa main, plans détaillés de reprise du pouvoir, liste de partisans infiltrés dans les institutions. Il devient vite évident que la confession publique de Damueba n'est pas un simple acte de repentance, mais une stratégie élaborée. Derrière chaque mot, chaque larme, il dissimule une ambition demeurée intacte et la volonté de manipuler l'opinion. La nation entière se retrouve face à un dilemme inédit. Faut-il accorder le pardon aux paroles ou se fier aux faits? La frontière entre repentir véritable et manipulation cynique s'estompe. C'est tout un peuple qui doit choisir entre la miséricorde, risquée, et la vigilance, parfois perçue comme dureté. Ce choix n'est pas nouveau dans l'histoire des sociétés, mais il revêt ici une gravité particulière. Le destin de la nation semble suspendu à la capacité collective de discerner la sincérité de la duplicité. Le risque est immense. Si la société se laisse séduire par des paroles sans preuve, la justice perd sa crédibilité. La confiance dans les institutions s'effrite et la mémoire des blessures s'estompe derrière le rideau du théâtre politique. Ce procès ne juge plus seulement un homme, mais engage l'avenir d'une nation tout entière. Restez avec nous, car le dénouement, totalement inattendu, remettra tout en question. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué, il faut revenir au premier jour du procès, à ce moment où chaque regard, chaque silence, pouvait trahir davantage que 1000 discours. Tout commence bien avant la scène du pardon. Il faut remonter aux premières heures du procès, où chaque geste, chaque hésitation, a pesé lourd dans la balance. Dès l'ouverture des débats, la tension était palpable. Les journalistes accrédités rivalisaient d'anticipation, certains pariant sur un effondrement public de Damueba, d'autres misant sur sa capacité à retourner la salle par la force de ses mots. Hier héros, aujourd'hui traître. Paul-Henri d'Améba, autrefois ovationné, se tient à genoux devant un pays tout entier. Jadis meneur adulé, il supplie désormais le pardon de ceux qui l'a guidé, tandis que son image, projetée sur tous les écrans, suscite autant de compassion que de colère. L'homme qui dominait la foule n'est plus qu'un accusé brisé, épaules lourdes, regard éteint sous l'œil impitoyable des caméras. Dans le tribunal, l'atmosphère est électrique. Chaque souffle de Damueba est enregistré, chaque mot disséqué, projeté dans chaque foyer. Le public, serré dans la salle, oscille entre empathie et méfiance. On sent que l'attente pèse comme une menace, un orage prêt à éclater. Certains se rappellent encore ses victoires passées. Il a résisté au chaos, sauvé des régions entières, sacrifié ses proches pour la nation. Des familles entières lui doivent la sécurité retrouvée après des années de guerre. Mais le doute s'infiltre. Est-ce un homme accablé par ses fautes, ou un stratège jouant sa dernière carte? Son masque fissuré laisse poindre une ambiguïté profonde. Repentance sincère ou manipulation habile? Damueba prend la parole. Sa voix, d'abord tremblante, gagne en assurance. « J'ai servi, j'ai lutté, j'ai perdu des amis. Je n'étais pas parfait,
mais j'ai toujours agi par amour du pays. Il évoque ses peurs, ses nuits blanches, les dilemmes impossibles auxquels il a été confronté. Il raconte la mort de son meilleur ami lors d'une embuscade et la promesse faite à la veuve de ne jamais abandonner la patrie. Sa sincérité transperce, même si la suspicion persiste chez beaucoup. Dans la galerie, les visages se ferment ou s'attendrissent. Certains murmurent que l'erreur est humaine. D'autres reconnaissent une manœuvre familière, la repentance de trop, récit 1000 fois entendu chez les puissants déchus. La question s'impose. Un aveu public suffit-il à effacer la trahison devant une nation blessée? Les enjeux sont immenses. Accepter cette repentance sans réforme concrète, c'est risquer d'effacer la mémoire collective, c'est laisser la justice reculer devant l'artifice. Les mots de Damueba, chaque larme, peuvent façonner la légende d'une victime à la place d'un traître. Mais la nation attend plus qu'un discours. Elle exige des preuves, des actes, un changement réel. Le silence retombe après sa confession, mais l'orage couve. Des documents surgissent, apportés par des procureurs méthodiques. Des faits, des voix, des preuves enfouies. Derrière ces mots, que dissimule vraiment le repentir de Damueba? Le procès connaît alors un revirement spectaculaire. L'accusation présente une série de preuves irréfutables. Enregistrement d'appels codés, contrats secrets, schémas de réseaux clandestins. Une conversation interceptée le place au centre d'une tentative de coup d'État, alors même qu'il affirmait renoncer à toute ambition politique. Dans la salle, on évoque des précédents historiques. On se souvient du général Pétain, qui, après avoir supplié la nation de lui faire confiance, avait pourtant collaboré en secret avec l'ennemi. On mentionne aussi Richard Nixon, qui avait plaidé l'erreur humaine tout en orchestrant dans l'ombre la dissimulation du scandale du Watergate. Partout, l'histoire regorge de ces repentances publiques qui n'étaient que des stratégies de survie. Agenouillé devant la nation, Paul-Henri Damueba joue la contrition. L'Assemblée, suspendue à ces mots, attend un changement. Mais sa confession n'est qu'un prélude. Le tribunal déballe alors une avalanche de preuves. Messages codés, appels interceptés, contrats signés de sa main, tout indique que, dans l'ombre, Damueba n'a cessé de tisser d'autres intrigues, plus subtiles, plus insaisissables. Il ne s'agit pas d'une faute isolée. C'est un cycle. À chaque revers, Damueba revient, bardé de nouveaux discours d'excuses. Son rituel est invariable. Tenter, échouer, s'excuser, recommencer. Les mots de regret deviennent ses armes, non ses remèdes. Le témoignage d'Ibrahim Traoré, figure respectée de la nouvelle génération politique, tranche l'air. Vous ne demandez pardon qu'une fois toutes vos issues épuisées. Sa voix, calme mais déterminée, porte l'accusation redoutée. Il dit tout haut ce que beaucoup redoutent. Le repentir de Damueba n'est qu'un stratagème, la dernière manœuvre d'un maître du double jeu. Le masque tombe. Confondre le regret et la ruse, c'est risquer l'effondrement non seulement d'une justice, mais de toute la société. Si la société accueille les excuses sans exiger la preuve d'un changement, elle sacrifie la justice sur l'autel d'une paix factice. Les institutions vacillent, la confiance collective s'effiloche, et la mémoire nationale se brouille sous le poids de la manipulation. Alors une question obsède l'Assemblée. Une nation peut-elle survivre si elle pardonne à ceux qui ne changent pas, ou bien cette tolérance creuse-t-elle la tombe de sa propre justice? La tension atteint son apogée. Les membres du jury échangent des regards lourds de sens, les journalistes griffonnent frénétiquement, les citoyens retiennent leur souffle. Chacun guette le moindre signe de vérité dans les gestes du général, cherchant dans l'infime détail la preuve d'une sincérité ou d'une supercherie. Lorsque le remords devient un outil pour suspendre la sentence, la compassion publique s'effrite, puis s'épuise. On se souvient de cas célèbres. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation n'accordait le pardon qu'à ceux qui s'engageaient résolument sur la voie de la réparation. Là où la compassion n'est pas accompagnée d'actions concrètes, la société reste prisonnière du cycle des blessures. Au début des audiences, l'émotion domine. Mais peu à peu, la lucidité prend le dessus. Les sanglots et aveux de Paul-Henri Damueba, d'abord poignants, se transforment en performances suspectes.
chaque justification semble plus calculée que sincère. On se souvient du général Pinochet, qui, face à la justice, avait invoqué la vieillesse et la faiblesse, tout en continuant à manipuler ses réseaux. On commence à recenser les histoires de sacrifices, de combats, de regrets, comme on égrène les paroles d'un vieux refrain. La sympathie initiale s'use, car ces excuses répétées ne s'accompagnent jamais d'un geste concret, ni d'un changement visible. On évoque le cas de dirigeants déchus qui, après avoir imploré le pardon, reprenaient aussitôt leurs pratiques autoritaires dès que l'opinion se relâchait. La société observe, sur ses gardes. Elle comprend que la répétition du repentir, sans réforme réelle, ne construit rien. Elle entretient simplement l'ambiguïté et diffère la prochaine crise. Le pardon, sans transformation, cesse d'être un remède. Il devient une pause fragile, un espace où la manipulation prospère encore. Rapidement, le public soupçonne d'Amoeba de ne plus chercher à réparer, mais de vouloir rester au centre du récit. Son remords se mue en arme. Son humilité exhibée se révèle stratégie pour éviter l'oubli. La sympathie, mal dirigée, risque alors de se retourner contre la collectivité. À force d'excuses, Damoeba génère un malaise grandissant. Accorder le pardon sans exiger de changement condamne la nation à revivre la même trahison. La société comprend alors que la miséricorde automatique n'est pas maturité, mais faiblesse. Elle ouvre la porte à la récidive. La confiance s'effondre plus vite que les discours ne s'accumulent. À cet instant, la compassion cède la place à l'exigence. Ce procès ne juge plus seulement un homme, mais une illusion. Croire que les mots suffisent, quand les actes manquent. L'opinion, éveillée, réclame désormais des preuves, non des promesses. L'histoire de Damoeba nous alerte. Chaque pardon sans réforme nourrit les abus futurs et élargit la blessure nationale. La mémoire collective, elle, n'efface jamais totalement la manipulation. La question demeure, comment empêcher que le spectacle du remords ne serve qu'à retarder l'inévitable? La tension monte, car l'issue du procès ne dépend plus seulement des mots de Damoeba, mais de la capacité de la société à exiger des preuves concrètes. Le verdict à venir décidera si la nation choisit l'oubli ou la reconstruction. Les mots bouleversent, mais seuls les actes bouleversent le destin. Au tribunal, l'émotion submerge la salle. Des larmes s'écoulent, les voix se brisent. Chaque témoin livre le poids de ses sacrifices. Pourtant, le juge impose le silence et tranche. Le pardon véritable demande une transformation, non la répétition. Tant que les mêmes fautes ressurgissent, la demande de miséricorde n'est qu'un écho du passé, incapable d'éteindre la trahison. Une analyste s'avance, posant son diagnostic sans détour. Toute émotion non suivie de réforme n'est qu'un jeu de surface. Pleurs, supplications, serments de remords. Ce n'est pas là que se joue le vrai procès d'un homme. L'histoire attend des preuves concrètes. La sincérité prend sens uniquement si elle se traduit par une rupture visible, un rejet affirmé des anciens schémas, un choix radical de devenir autre. Pour la société, la leçon est vitale. Juger sur la performance émotionnelle, c'est offrir la victoire au meilleur comédien. On doit juger sur les actes, pas sur la séduction des mots. Accepter des excuses sans transformation, c'est inviter la manipulation au cœur de la justice et entrouvrir la porte à toutes les trahisons futures. Le capitaine Traore, debout devant la nation, tranche sans détour. La miséricorde sans réforme prépare la prochaine trahison. Pardonner sans preuve de changement, c'est abandonner ceux qui comptent sur la justice pour les défendre. La mémoire collective ne peut s'appuyer sur de simples promesses. La confiance ne renaît pas sous les discours, seulement dans les ruptures franches, les décisions courageuses, les actes qui prouvent qu'on n'est plus l'homme de la veille. Oublier cette vérité, c'est donner à la manipulation le pouvoir de revenir sans cesse. C'est laisser la trahison s'enraciner et permettre à l'histoire de trahir à nouveau tout un peuple. Pour illustrer ce danger, rappelons le cas du président sud-coréen Roh Tae-woo, qui, après avoir demandé pardon pour ses dérives autoritaires, fut gracié sans véritable réforme, ce qui provoqua une vague de cynisme et d'abstention politique durable parmi la population. Ou encore l'exemple du pardon accordé à certains responsables du régime de l'apartheid,
lesquels n'avaient jamais pris la peine de réparer concrètement leurs actes, laissant la société fracturée pour des décennies. La justice, pour être fondamentale, doit donc s'accompagner de gestes forts, restitution des droits, dédommagement aux victimes, engagement public et transparent envers de nouvelles règles. En Afrique du Sud, c'est l'obligation de témoigner intégralement, sous serment, qui a permis à la société de ne pas sombrer dans le déni. Au Rwanda, le processus Gakaka exigeait la confession complète et la participation à la reconstruction pour que le pardon soit envisagé. Le verdict tombe. Mais la vraie sentence devra s'enraciner dans la conscience de la nation entière. Le tribunal s'est vidé, mais la question demeure. Dans les rues, le peuple se demande « Que faire du pardon sans preuve de changement ?» Des débats enflammés animent les cafés. Les radios invitent des philosophes et des victimes à témoigner. Partout, la société s'interroge sur ses critères de réconciliation. Ce n'est jamais la parole qui délivre, mais le choix du changement. Pendant le procès de Paul-Henri Damoueba, la nation entière a retenu son souffle. Un homme à genoux, suppliant, déroulant la liste de ses sacrifices et de ses remords. Mais l'essentiel n'a jamais été la sincérité de ses larmes. La vraie question: un repentir sans réforme mérite-t-il encore la miséricorde d'un peuple blessé? Les excuses, répétées sans transformation, finissent par sonner creux. L'histoire l'a montré. L'émotion peut masquer l'inaction, et la compassion détourner la responsabilité. À chaque confession de Damoueba, de nouvelles trahisons apparaissaient. Les aveux ne suffisaient plus, la confiance ne renaît pas d'un simple discours. Quand la compassion se substitue à l'exigence, la société devient vulnérable. La stabilité collective ne dépend pas du pardon accordé aux plus émotifs, mais de la rigueur envers ceux qui gouvernent. Si la confiance vacille, si la mémoire s'efface, c'est que la justice cède le terrain au spectacle. Accepter la rhétorique, c'est ouvrir la porte à la répétition du passé. Pour éviter de tomber dans ce piège, des institutions proposent des pistes concrètes. Instaurer des commissions de suivi post-procès, imposer des quotas de réforme à réaliser dans des délais précis, associer les victimes à la définition des réparations. Au Canada, la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones a montré l'importance de l'engagement continu, non du seul aveu initial. Le procès de Damoueba déplace donc le débat. Il ne s'agit plus de juger un homme, mais de tester la résilience d'un peuple. L'histoire exige plus que des mots brisés. Elle réclame des preuves de changement. Chacun doit voir le piège. La compassion n'efface pas la mémoire. La miséricorde, pour rester juste, exige du concret. Ce verdict ne visait pas que Damoueba. Il résonne partout, comme une mise en garde. Pardonner sans réforme, c'est laisser la trahison devenir habitude et permettre aux abus de revenir sous d'autres masques. Repousser la guérison, c'est risquer d'ancrer la manipulation dans le quotidien. Seul le choix du changement rend la miséricorde crédible. Aucun discours, aussi poignant soit-il, ne remplace la réparation. La responsabilité naît là où les larmes cessent et où les actes commencent. À chacun désormais d'exiger des preuves et non des promesses. Pour conclure, souvenons-nous d'un adage vieux de plusieurs siècles. Ceux qui ne tirent pas les leçons du passé sont condamnés à le revivre. La justice n'est pas un spectacle, ni la compassion, un blanc-seing. Que chaque citoyen, chaque institution, apprenne à distinguer entre la sincérité et la stratégie, entre le repentir réel et la manipulation. C'est à ce prix seulement qu'un peuple peut se relever, et qu'une nation peut écrire une histoire nouvelle, faite de justice, de mémoire et d'espoir renouvelé.